Donc voilà, maintenant, ça rigole plus, là, c'est le bouffage de culture en règle. J'ai découvert, j'ai une assiette, j'ai faim. Truite est là! Mesdames, mesdemoiselles. Oh ah miam, miam. Par quoi on commence? Film. Donc le 31 décembre au soir, je terminais l'année devant ce fabuleux documentaire de Thomas Riedelsheimer qui s'intitule Rivers and Tides. C'est un documentaire sur l'artiste Andy Goldsworthy. C'était un éblouissement. C'est un artiste qui pratique le land art. Qu'est-ce que c'est le land art? C'est fabriquer des objets dans la nature, avec la nature, pour qu'ils existent dans la nature et sans doute soient détruits par elle dans les minutes suivant leur érection. On le voit beaucoup dans le documentaire. Il peut passer des heures à tisser entre eux des branchages dans les airs et il suffit que le vent se lève un tout petit peu et ses heures de travail sont foutues en un coup de vent et on voit sur son visage le désespoir. Et qu'est-ce que c'est beau! C'est un sculpteur de l'éphémère. Dans le film, on le voit fabriquer des spirales inouïes avec des bouts de glacier. On le voit border les paysages en laine de mouton. On le voit broder les feuilles entre elles et les faire entraîner dans le flot de la rivière. Il y a des super plans de rivière tellement porno. Je trouve ça à la fois magique et respectueux, tellement inventif, écologique, avec ses gros doigts tout déformés par le froid et ses ongles noircis parce qu'il s'est pris tellement de tas de cailloux dessus. On dirait un grand enfant. C'est le côté primitif de tout ça qui me séduit tellement. Tout est là et c'est seulement parce que cet homme a pris le temps de regarder. C'est parce qu'il a fait ces quelques gestes que d'un coup, la banalité devient surnaturelle. On voit ces œuvres qui peuvent construire des sculptures en bord de mer et le courant monte et on sait que ça sera détruit et il veut réussir sa photo, donc il commence à telle heure et il se trompe et ça se détruit par le vent, ça s'écroule et il recommence et il dit bah là ça fait 5 fois que je l'ai fait mais je commence vraiment, je sens que je suis vraiment en contact avec les pierres et que je comprends comment faire et là le courant monte et il prend sa photo et on voit la sculpture, elle est immergée complètement, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent? Est-ce que quand le courant va se retirer, il y aura encore quelque chose? Mais on s'en fout. C'est ça qui est beau, tu vois. L'exercice du documentaire sur le travail d'un artiste, c'est un genre qui me plaît énormément. Donc si vous avez des recommandations de documentaires sur des artistes inspirants, originaux, déroutants, dites-moi, dites-nous. Spectacle. C'était fin novembre. J'ai vu ce spectacle inouï. Le Grand Sommeil, c'était dans le cadre du Festival d'automne qui m'a invité, merci, le Festival d'automne. Un spectacle de Marion Sieffert, c'est un seul en scène. C'est une grande émotion depuis vraiment longtemps. Ici, la performeuse Elena de Laurence incarne une petite fille de... Quel âge déjà? 11 ans. Jeanne. Le spectacle devait se faire avec Jeanne, 11 ans, et Elena, jeune trentaine. Pour des raisons de légalité, les parents n'ont pas voulu que Jeanne continue ce projet. Donc Jeanne n'est pas en scène, mais Elena endosse le rôle de Jeanne. C'est vraiment monstrueux. Il se trouve que cette performeuse a énormément travaillé sur la grimace et qu'est-ce qu'elle est forte! Elle se contorsionne, mais de tout le corps. On ne sait pas d'où ça lui sort. Elle a une virtuosité avec rien, avec un corps. Tu peux faire 80 millions de choses et elle te le fait. Et pour autant, c'est pas de la démonstration, c'est pas du cirque, c'est pas un numéro. Elle t'embarque vraiment. J'aime tellement ce spectacle, tantôt mais drôle, mais tantôt effrayant, tantôt tellement cul. Tu sais, parfois, ce sont ces rencontres où il est en train de se passer un truc et tu es en train... C'est la grâce, en fait. J'ai vécu la grâce le soir où j'y suis allée. C'est le parfait dosage entre la danse, le théâtre, le stand-up, l'autofiction, la maladie mentale. Il y a une créativité folle avec presque rien, avec du gaffeur, des baskets, une jupe à carreaux, un collant, un grand drap, et c'est tout. C'est le genre de spectacle, pour ceux qui ont des a priori sur les intellos, sur les bobos, sur gna 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 gna, que si vous allez voir ça,
eh ben, vous allez comprendre un truc et ça va vous ouvrir à un nouvel univers. Je suis presque prête à m'engager. Non, je suis soufflée, quoi. Et aussi dans le genre de désexualiser, de la femme qui fait peur, la femme déformée, la femme qui s'enlaidit, la femme qui n'est plus une femme, la femme qui est un monstre, la sorcière. Elle va gratter là où ça pue. Voilà, j'adore. Le Grand Sommeil de Marion Sieffert. Livre. Alors ça, d'accord, vous avez tous suivi mes aventures problématiques avec la sexualité ? Qui n'est pas encore au courant? Ce livre, Sex for One, de Betty Dodson, est une sorte d'introduction à la masturbation. Ok, cette femme est encore vivante. Cette femme fait des vidéos sur YouTube avec son associé. Et qu'est-ce qu'elles sont sexy. Cette femme a aujourd'hui presque 80 ans. Cette femme organise des stages, des cercles de femmes qui se masturbent entre elles. Enfin, je veux dire, qui se masturbent chacune en cercle, qui apprennent à regarder leur sexe. Enfin, le truc là, on est encore chez les sorcières. Je suis à peine en train d'entrevoir le potentiel de la masturbation sur l'amour de soi et sur la confiance en soi et sur l'adulte que j'aimerais devenir. Il faut se toucher et il faut jouir et c'est pas qu'il faut. Dès que tu commences à comprendre que tu peux te donner tout ça, je ne te raconte pas la libération. Donc c'est une femme qui a connu la révolution sexuelle des années 70, disons, alors qu'elle avait déjà plus de 30 ans. Elle était divorcée, elle connaissait pas son corps, donc elle a tout appris depuis zéro. Elle est allée dans toutes les partouzes, elle a pratiquement tout fait. Ce que j'ai particulièrement goûté dans ce livre, c'est sa façon d'exploser les clichés romantiques, quand même typiquement féminins, c'est-à-dire que quand on est amoureuse, on a tendance à attendre de l'objet de nos sentiments qu'il nous fournisse un ou des orgasmes, enfin que l'objet de nos sentiments soit synonyme de notre plaisir sexuel, qui est une idée mais tellement dangereuse de penser que c'est parce qu'on aime quelqu'un que notre plaisir doit venir de lui, que lorsque quelqu'un nous donne du plaisir, il nous attache par les sentiments. Ce qui est hyper important, c'est de se rendre indépendante des compétences de nos partenaires et de savoir comment jouir toute seule, et que on peut parfaitement prétendre à une variété de partenaires parce que la vie est longue et qu'on a beaucoup de choses à vivre. Si vous voulez vraiment des conseils pratiques, sur son site internet, il y en a déjà plein. Elle dit que le sexe, c'est le roi des arts. Il y a un truc que j'ai souligné 3 fois. Qu'est-ce que ça dit? Oui, alors elle dit par exemple, puisque la plupart de nous luttons avec des périodes de haine de soi, de mauvaise image de son corps, de honte, de confusion par rapport au sexe et au plaisir, elle recommande d'avoir une hot love affair, une histoire d'amour tellement chaude avec soi-même. S'apaiser sexuellement, ça commence par apprendre comment se désirer soi-même, découvrir ses fantasmes sexuels et se donner à soi-même une abondance d'amour et d'orgasme. Voilà, elle a tout dit. En plus, c'est safe. Je pense que c'est vraiment l'une des clés aussi de l'indépendance affective et donc sexuelle. Thank you Betty, you changed my life. Musique. Nous avons le dernier album de Flavien Berger, Contretemps. Alors j'étais un petit peu déçue quand j'ai vu qu'il avait fait la une des Inrocks parce que je pensais pas qu'il en était là de la gloire et tout. Bon, tant mieux. À quoi ça ressemble Flavien Berger? Ok, attendez, alors ça se danse comme ça, Flavien Berger, pour des questions de droit, je vais couper le son, mais regardez-moi ça. Il y a de l'absurde, il y a de l'humour, il y a de l'électro. Mes morceaux préférés sont Deadline et Pamplemousse. Il y a du Philippe Catherine, c'est easy, un petit peu cynique. Alors il y a un très long morceau qui s'appelle 999999999999999. Celui-là, il est un peu long. Il y a une qualité
bizarroïde, du son électro, synthétique, du clavier, de la percussion. Dans le premier morceau, l'intro, il me fait presque penser à du Björk. Par moments, je retrouve les expérimentations de certains albums de Charlotte Gainsbourg. Évidemment, il y a une sorte de nonchalance qui est hyper sexy. C'est de la musique bonne pour l'oisiveté, mais qui nourrit, qui inspire et qui recharge. Et qui fait relativiser. Tu comprends ça? Voilà, Contretemps, voilà, c'est toute une histoire d'être à côté, d'être en retard, mais que c'est pas très grave. En plus, que c'est peut-être un bon plan de pas être complètement à jour, tu vois, dans ces trucs de la vie. Expo. Je suis allée au Jeu de Paume voir Ana Mendieta. Alors l'expo se consacrait particulièrement à son œuvre filmique et vidéo. Sur internet, si vous tapez Ana Mendieta Creek, C-R-2-E-K, vous allez tomber sur cette image sublime d'une rivière. Alors ce film de 3 minutes en Super 8 où elle est toute nue, à plat ventre, dans un petit courant où il y a le petit rayon de soleil, le frémissement de l'eau sur les cailloux, elle a ce chignon, on ne sait pas trop comment elle respire, la caméra est perchée, il y a cette composition fabuleuse, il faut que je revoie l'image. Mais je veux faire ça, je fais ça. L'été prochain, je fais ça. C'est une artiste de l'autoportrait. Elle a une histoire familiale un peu compliquée. Je pense qu'elle a été adoptée, mais qu'elle est née en Amérique latine. Je me demande si c'est Cuba. Elle utilise son corps et les éléments. Tantôt la terre, les grottes, les rochers, les minéraux, le feu, les rivières, quoi d'autre? Le sang. Alors j'avoue que je suis très inspirée, ayant fricoté avec des rivières, ayant discuté avec des statues, ayant moi-même embrassé le bitume parisien. Il y a une affinité dans la démarche de performance avec le territoire. Et j'ai lu dans le catalogue quelque chose qui m'a particulièrement émue. En se sentant chez soi dans sa pratique, un artiste est libre de faire un avec son travail, de tester ses idées les plus folles, de faire des erreurs, de prendre des tangentes, d'explorer des intuitions et d'échouer encore et encore jusqu'à ce que l'œuvre finisse ou non par se mettre en place. Comme avec Andy Goldsworthy dont j'ai parlé tout à l'heure, on sent que ce sont des artistes qui vont se balader et à un moment ils décident que c'est là, que ça va se passer là, qu'ils sont dans l'instant, que le monde est à eux, que le temps est ouvert, que tout est possible, que rien ne peut leur arriver de mal et qu'à la fois il y a une force créative qui les implique en entier. Et avec Ana Mendieta, c'est encore plus flagrant parce que elle se met en scène elle-même. Évidemment, on pense à Francesca Woodman, un peu. C'est ça qui me touche chez elle, c'est la bricole solitaire, dans la nature, toute nue. Voilà, c'était bon tout ça. Vous reprendrez bien une tranche de ragoût. C'était dans Peter Pan, il faisait ça. Si mes vidéos t'apportent un petit quelque chose, je serais ravie de te retrouver sur Patreon. J'y publie quasi quotidiennement des stories. Il y a déjà 11 épisodes du podcast en ligne où j'évoque la structuration de mon activité, mes projets en cours et mes questionnements créatifs. En contribuant, tu accèdes instantanément à un serveur Discord protégé où tu peux échanger avec une centaine d'autres parapluies. Et surtout, tu contribues à la vitalité de cette chaîne YouTube. Merci à tous mes parapluies. Ton Père Noël, il était branché cul? Il t'a offert quoi? Des livres, des films, des disques, des places de concert? Raconte. C'est bon, vous avez encore faim? Eh ben, il n'y a pas de dessert. Il n'y a pas de dessert parce que tout le monde a trop mangé.